Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier Tool in Action aujourd'hui. On va parler de PG et des super features qu'il y a dans cet outil que j'adore et je vais le partager avec vous et ça me fait super plaisir d'avoir autant de monde pour parler de PG aujourd'hui. Donc PG, tout a commencé dans les années 80, milieu des années 80, avec Michael Stonebraker et beaucoup d'étudiants très talentueux qui ont décidé de créer un moteur de données, une base de données pour nous, qui avait appris du précédent projet de recherche de l'université de Berkeley. En fait, c'était basé sur le projet Ingress. Et au fur et à mesure des évolutions, ils ont créé Postgres. Postgres pour Post-Ingress. C'est un moteur de données qui, alors déjà, numéro de version relatif à l'année, on sait que ça vieillit très mal. Dès l'année suivante, ils ont décidé de faire sauter cet élément et de l'appeler PostgreSQL, PostgreSQL, peu importe comment on le prononce. La V1, 96, 97, ils se sont dit que tout ce qu'ils avaient fait dans le passé, c'était un peu chiant à gérer en termes de version. On est arrivé avec Postgres en V6. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on regarde l'historique, il y a un petit peu de décalage. Pour me présenter, je suis Kevin, Google développeur expert sur la partie cloud et Kotlin, fan de CI/CD sur GitLab, contributeur open source. Je bosse chez Gradle. Et chez Gradle, on a un leitmotiv qui est extrêmement intéressant, surtout quand on y travaille, c'est qu'on essaye de faire que les développeurs soient heureux. Parce que pour nous, on a investi énormément de temps dans la Developer Productivity Engineering. C'est pour nous ce qui va vous permettre de travailler de la meilleure des manières. Et on le fait en mettant à disposition un outil compatible Gradle, Maven et Bazel, qui vous permet d'analyser vos outils de build, vos tests. Qu'est-ce qui prend du temps? En fait, si vous ne pouvez pas mesurer quelque chose, vous ne pouvez pas l'améliorer. Et nous, on le fait à travers cet outil. Et dans cet outil, on utilise énormément de SQL. Le SQL, c'est assez rare dans notre domaine. C'est un langage qui est basé sur un standard. Il y a une norme, 90-75, à tel point d'ailleurs que la première date de 86 et la dernière sortira cette année. Donc ça évolue, ce n'est pas quelque chose de figé en 92. On a vraiment des évolutions importantes. Et c'est un langage purement déclaratif. Vous dites ce que vous voulez, le système l'applique. Mais ça amène un élément différenciant, c'est qu'on n'écrit pas les choses dans l'ordre dans lequel elles s'exécutent. L'ordre d'exécution, c'est celui-ci. Le from join est la première chose que le système va interpréter. C'est d'ailleurs le seul qui va générer de la data, créer ou aller les lire dans les tables. Tous les autres ne sont que des étapes qui vont transformer la data à partir de l'information qui vient de l'étape précédente. Rien de plus, un pipeline de transformation. Petit disclaimer sur cette présentation, quand vous lisez du SQL comme ça, moi j'ai l'impression que ça crie. Le uppercase partout, on a vu le mème où on appuie sur Shift avant d'écrire une requête SQL. Dans le SQL, maintenant, vous n'êtes plus obligé de faire ça. On a de la coloration, on a des outils. Moi, j'aime écrire quelque chose comme ça. Donc, dans toute cette presse, ce sera en lowercase, c'est standard, et ça marche. Donc, vous n'êtes pas obligé d'écrire du code en uppercase tout le temps. Pour faire une bonne présentation sur du SQL, on a besoin d'une bonne database. Pour ça, j'ai choisi la Sakila Database, qui est une DB qui représente un domaine métier, qui est un vidéoclub. Aujourd'hui, ça s'y prête plus trop, les vidéoclubs, mais qui vont contenir des exemples assez intéressants. Il y a la partie média, avec les films, les acteurs, les catégories, et la partie business, les customers, le rentals et les informations des boutiques physiques. Et ça, je vous conseille, si vous voulez essayer des choses dans du SQL, loader cette DB, jouer avec, plutôt que d'aller jouer avec votre prod. Généralement, ça ne rend pas trop bien. Allez, première partie, vraiment importante. Si vous devez retenir qu'une chose, essayez aujourd'hui, retenez ça. C'est même pas du PG ici, c'est quelque chose de SQL standard. C'est les command table expressions. Quand on écrit et qu'on ne connaît pas les command table expressions, on écrit ce genre de choses. Et vous savez, moi, ça me fait penser au callback L qu'on a en développement. On lit des choses du milieu à droite, avec l'indentation, vers la gauche. Et en fait, on est obligé de comprendre ce qui se passe au plus bas pour remonter et comprendre le système. C'est comme si je vous dis, ça, c'est du code lisible. Perso, si certains y arrivent, il y a quelques colorations qui peuvent aider, mais en fait, ce code-là, vous pouvez l'écrire comme ça en Java. Ça permet, et je vous dis, toutes les méthodes ont la même signature. Ça ne se voyait pas trop sur cet exemple-là, ça se voit un peu mieux ici. En fait, les command table expressions, l'un des avantages, ce n'est pas le seul, ça va être une meilleure lisibilité. Vous allez pouvoir extraire des choses, donc la inner query qui était dans le from de tout à l'heure se retrouve dans le bloc du haut, et derrière, vous allez écrire votre requête standard et utiliser ce bloc précédent. Donc déjà, on sépare les choses.
Ensuite, nommer les choses, c'est important. On l'a vu avec l'exemple Java, il y avait un nom pour chacune des étapes. Mais vous avez pareil avec une commentable expression. Vous donnez un nom à quelque chose, ici, documentary runtales, c'est comme une méthode. Vous n'allez pas lire l'implémentation de la méthode si celle-ci est bien nommée, potentiellement pour du debug. Mais dans les faits, là, ça s'appelle comme ça. Vous allez lire que la requête du bas et seulement si vous voulez plus de détails, vous allez regarder l'implémentation. Et ensuite, puisque le SQL est un langage déclaratif, il peut être optimisé et accéléré par ce type de pattern. Parce que vos requêtes, elles sont clairement définies et séparées, si vous en avez 3 ici, et qu'elles n'ont aucun point commun, c'est-à-dire qu'une variable n'utilise pas, une CTE n'est pas utilisée dans la suivante, tout va être parallélisable. PG ne l'optimise pas au max, mais aujourd'hui, on va dans le bon sens sur cette partie-là. Une autre partie extrêmement importante pour moi dans le monde SQL, c'est les Windows Functions. C'est, vous le voyez, une étape qui a été rajoutée en 2003. C'est, je pense, l'un des changements les plus importants qui est apparu depuis la naissance du SQL. On a rajouté une étape dans ce workflow. Et vous voyez, elle se trouve avant le select. Donc ça veut dire que vous avez accès à tout ce qui arrive dans les étapes précédentes, le where, le group by et les différentes agrégations. Vous avez accès aux lignes brutes, pas aux lignes transformées par le select. Et ça va être extrêmement intéressant. Par exemple, si vous voulez prendre tous les films et utiliser le rating, donc c'est la limite d'âge aux US, et avoir le nombre de films par rating, vous pouvez faire un group by. Mais le group by, il est destructeur. Il va prendre la donnée et il va l'amalgamer pour vous donner un résultat. Si là, en même temps, je voulais savoir le nombre de films total, par chance, mon modèle a un seul rating par film, donc au final, je pourrais faire la somme sur le nombre de films. Mais en vrai, c'est une particularité de mon modèle. Je ne pourrais pas l'avoir facilement avec un group by. Et pour ça, une window function très utile, c'est le filter. On va pouvoir faire ce genre de choses. Donc, quand vous regardez le résultat, c'est juste un pivot de la table précédente. Et ça s'utilise très bien. Dans votre code, vous récupérez ça, vous êtes autant content que la précédente. Et vous avez aussi le count étoile as all. Et derrière, j'ai fait des count étoiles filter et j'ai mis un prédicat. Un prédicat extrêmement simple où j'ai listé les ratings, mais j'ai l'information que je veux. À la fois le all et chacun des ratings qui va bien. Et je peux le faire aussi sur d'autres prédicats. Là, c'est pour la durée d'un film. Rien de bien sorcier, j'évalue les choses. Avec un group by, ça aurait été beaucoup plus compliqué, parce qu'un film qui fait plus de 3 heures est aussi un film qui fait plus de 30 minutes. Donc ça veut dire que ce n'est pas la somme, et le group by aurait été compliqué à faire, je pense. Et vous l'imaginez bien, tout ça, en fait, ce sont que des prédicats dans un select. Donc je peux grouper des choses qui ont des filters différents. Et vous pouvez avoir des filters avec des where beaucoup plus imposants en termes de logique, mais vous avez accès à ça. Et vous réduisez le nombre de round trips entre votre DB et votre app, vous récupérez la data que vous voulez. Et ça, c'est vraiment intéressant pour les perfs. Une autre window function qui peut être utilisée pour plein de choses, les renumber. Le renumber, en fait, c'est juste l'idée de taguer une ligne avec 1, 2, 3, 4. C'est juste un incrément qu'on va placer sur la ligne. On peut l'utiliser pour plein de choses. Moi, je l'utilise énormément quand je dois nettoyer des BDD. Là, par exemple, j'ai fait un modèle juste pour le slide où j'ai créé une table qui contient juste l'ID et un titre. Et j'y ai loadé dedans, donc la seconde, l'insert, j'y ai loadé dans cette table les 1000 films de mon modèle. Et puis, j'ai pris dans cette même liste 40 films au hasard. Donc, j'ai des duplicats, forcément. Généralement, on ne le fait pas volontairement, mais on veut les nettoyer. Ces duplicats, je les vois. Si je fais un select, déjà, j'ai 1040 éléments. Si je demande la liste des films, je vois bien qu'il y a un film qui est dupliqué. Et si je fais un group by pour récupérer tous les films dupliqués sur le title, je vais perdre l'ID. Et c'est l'ID que je veux. Donc, je serai obligé d'utiliser ce résultat de group by dans une autre requête, ce qui n'est pas forcément optimal. Si je veux utiliser les renumber, ce qu'on va faire, c'est ça. Cette requête, elle est assez basique. Je récupère mes deux datas, et en fait, je vais dire à la fonction renumber, au lieu de travailler sur l'intégralité des lignes, je vais lui dire tu ne travailles que sur une partition des lignes. Et la partition, c'est le titre. C'est exactement la duplication que j'ai. J'ai des films qui apparaissent plusieurs fois. Et sur cette partition de titre, il va taguer 1 quand il n'y en a qu'un seul, et 1, 2 quand il y en aura 2. Donc là, vous voyez, il y a le résultat de la requête en bas à droite. Ça marche, ça fait exactement ce que je veux. Je vais intégrer ça dans une commentable expression.
Et je vais pouvoir passer cela à un delete. Et je vais dire, tu supprimes tous les films avec la condition où le film a le duplication ID duplication time supérieur à 1. Donc au final, tous ceux où il y avait un 2 vont être supprimés. J'ai supprimé exactement 40 lignes, c'est ce que j'attendais, ce que je voulais, donc j'ai bien nettoyé mon système. Les renumber, vous pouvez les utiliser pour plein d'autres choses, mais c'est un exemple vraiment très pratique. On va sortir de la partie SQL pure et on va voir un peu plus la partie DDL, donc la partie création de schémas et ce genre de choses. Tout d'abord, il y a le spoil dans le slide, le serial. Le serial, malheureusement, pour moi, c'est un type qui pas conseillé, je ne vous conseille pas de l'utiliser, il a plein d'effets pervers. Son utilisation est très simple, hein. Et quand vous faites des inserts, ça ressemble à ça. Alors déjà, petit tips qui n'est pas lié, quand vous faites des inserts, ne faites pas un select derrière pour récupérer la data. Le mot-clé returning vous permet de récupérer l'ID qui a été généré par la BDD, voire ID et title. Quand vous faites ça, vous avez ce résultat. Par contre, l'effet de ce serial, c'est qu'il va générer une séquence. C'est lui qui va tenir l'information de quel est le dernier inséré dans le système, dans cette table, dans ce cas-là. Là, on a 1, 2, 3, 4. Déjà, ça veut dire qu'on a un objet global. J'ai des frissons à chaque fois que je parle d'objet global dans le développement. On sait que c'est une mauvaise idée. En plus, imaginez, vous avez un cluster de PG avec plusieurs instances. Ça veut dire que cet état global, il faut qu'il soit synchronisé entre les instances. J'ai encore plus les frissons. Ce n'est pas des bonnes choses. Donc moi, ce que je vais vous conseiller, c'est d'utiliser des types qui sont des UID ou similaires. Les UID ont quelques défauts, en termes d'espace de stockage, par exemple, et de cardinalité, il y en a beaucoup. Il y a d'autres types UID que vous pouvez utiliser. Ici, on va se focuser sur les UID standards. Dans PG, c'est built-in. Vous avez juste à activer une extension, UID OSSP, et derrière, vous utilisez le type qui vous est mis à disposition et UID Generate v4 comme valeur par défaut. Mettez des défauts, c'est bien plutôt que d'avoir du nul dans vos DB. Et derrière, l'insert, c'est le même. Il n'y a rien qui change. Returning ID title. Factuellement, la différence avec le coup d'avant, hormis le fait que je stocke un truc qui est énorme en termes de taille, c'est que je n'ai plus d'état global. Donc déjà, j'ai gagné à ce niveau-là. Plus d'état global parce que la DB va utiliser l'entropie, donc sa capacité à générer de l'aléatoire, pour générer un ID. Techniquement, il y a plus de chances que toute votre équipe de dev se fasse foudroyer plutôt que deux UID se rentrent l'un dans l'autre. Donc, hormis si vous avez une source d'entropie qui est foirée, ça peut arriver si vous avez mal configuré le serveur où tourne l'application, le serveur PG dans ce cas-là. Et c'est quelque chose que je trouve splendide. Elle était facile. Autre chose, si vous faites générer de l'aléatoire au niveau de votre BDD, pourquoi vous ne le faites pas au niveau de votre app? Ça vous évite de faire un returning. Dans votre app, vous générez l'UID, vous le fournissez directement dans la requête d'insert, vous allez récupérer la même data, ou peut-être ne rien récupérer parce que vous savez exactement ce qui a été fait. Donc, vous n'avez pas besoin de tout ça. Donc, pour moi, c'est encore même une meilleure solution. Un autre élément, descend encore un peu plus bas dans la création des tables, les contraintes. Quand vous gérez des choses, moi je parle très souvent de développement avec des architectures hexagonales et je trouve que les gens ont tendance à laisser la BDD. Pour moi, ça devient le parent pauvre. En fait, on met toute notre logique dans cet hexagone, mais c'est bien aussi de faire porter des éléments dans votre DB pour éviter de pourrir la DB si vous avez un bug dans votre hexagone, par exemple. Et donc là, j'utilise et j'ai la caractéristique l'ISAN, qui est l'équivalent de l'ISBN, mais pour des films, et qui peut être représenté. Ici, j'ai fait ma table et j'ai un AsValidISAN. Vous avez derrière, encore une fois, un tips qui n'est pas relié à ce slide directement. Utilisez ce type d'opérateur, tilde étoile en fonction de la case que vous voulez, qui permet en fait d'utiliser des regex POSIX plutôt que des regex avec des pourcents partout. Ça marche mieux, il y a plus de choses. Franchement, utilisez ça, ça vous évite de tout réapprendre. Et derrière, donc là, je vais mettre ma contrainte directement au niveau de ma table, puis je ne veux pas qu'il y en ait deux identiques, donc je vais avoir une unicité sur l'ISAN. Là, c'est la regex, rien de plus simple, j'ai mon type qui va bien. Derrière, je vais pouvoir insérer ce que je veux dans mon système. Donc là, j'ai mis un ISAN qui est pourri, c'est juste un UID. Il ne matche pas, j'ai une erreur parlante. Quand on débug, c'est toujours pratique de savoir ce qui ne marche pas. Derrière, j'insère 2 fois la même chose, mon système, ma contrainte d'unicité va péter et va me dire que mon truc existe déjà. Donc ça, je préfère être safe
à double niveau, c'est comme en sécu. On aime bien sécuriser 2 fois parce que s'il y en a un qui foire, le deuxième vous récupère et vous préférez toujours une erreur, une seule erreur, plutôt qu'une prod à nettoyer. Ça marche mieux. Vous perdez moins de temps surtout. Et on peut aller plus loin parce que si ce type ISAN, vous l'avez plusieurs fois sur plusieurs tables, vous ne voulez pas répéter la même chose. Et dans PG, il y a cette extensibilité du système qui va vous permettre de créer un type. Le type, c'est vraiment la boîte mémoire de ce que vous allez stocker. J'ai aucune imagination sur les noms des champs, donc je les ai numérotés. Et derrière le domaine, pour faire simple, ça va être le type avec des checks. Et je vais pouvoir faire une regex pour chacun des checks en vérifiant que chacun n'est pas nul. Donc ça, vous allez pouvoir le créer au niveau de votre code et de votre BDD, donc vous avez déjà des types qui apparaissent. Et donc, derrière, vous pouvez faire ce genre de choses, où vous créez une structure mémoire et vous la castez en tant qu'ISAN. Ça marche, ça ne représente pas ce qu'un utilisateur s'attend à voir, mais factuellement, c'est une solution. Derrière, si je crée avec une condition qui pète, j'aurai ce check de création qui me dira clairement que ça ne marche pas. Et si vous voulez être idiomatique PG, vous allez pouvoir créer plein de fonctions comme celle-ci, ISAN to text, text to ISAN, des choses qui font des égalités mémoire avancées plutôt que simplement sur du texte. Et ça, les utiliser de cette manière avec des selects, avec des fonctions auxquelles vous passez les paramètres. On est tous d'accord, hein, le code qui est en bas, il est moche. Il est moche parce que quand vous savez, quand vous développez que passer des paramètres de paramètre en paramètre, ça ne marche pas, c'est pas lisible. Ce qu'on veut, c'est utiliser des opérateurs. Si on a des types, il nous faut des opérateurs. Dans PG, vous pouvez créer vos opérateurs custom, à l'image de choses fous qu'on peut faire en Scala. Hein. Vous pouvez aller très loin, je vous le déconseille, restez simple, mais ça veut dire que vous allez pouvoir créer des opérateurs avec des fonctions, des procédures, et les utiliser comme ça. Donc, quand vous lisez du code, ça devient beaucoup plus simple de débugger ce genre de choses plutôt que d'utiliser des trucs imbriqués ou autres. Et là, vous avez vraiment, c'est pas du développement orienté string, vous avez vraiment un type qui porte l'information. Moi, je trouve que ça amène c'est un des éléments qui a permis de créer PG et une des choses qu'il voulait améliorer, et c'est vraiment top à utiliser au jour le jour. On descend encore un cran plus bas, du listen et notify. En fait, si je vous dis que dans PG, vous avez quasiment une feature qui permet de faire un RabbitMQ style, on va rester léger, très light et stateless. En fait, sans vous décrire l'implémentation du trigger, l'idée c'est que quand vous allez insérer quelque chose dans une table, j'ai un trigger qui va juste lire l'objet qui vient d'être inséré et qui va l'envoyer sur une queue de message. La queue de message est passée en paramètre du trigger. Très basique. Et en plus, je l'envoie au format JSON. Derrière, une appli démarre, elle se connecte, elle va écouter les ajouts de films. Une autre appli vient et fait des inserts. Et bien, le premier qui est écouté va recevoir des messages en push. Ce n'est pas un pull qui se fait toutes les 10 secondes. Hein. C'est en push, il va y avoir des messages ici, 5, qui vont arriver dans l'appli. Donc vous pouvez avoir un truc push réactif qui part de la BDD jusqu'au front avec du WebSocket ou quoi que ce soit. On pouvait quasiment, vous avez toutes les briques pour faire le Hello World du push dans des systèmes avec du chat. Donc vraiment, ça peut aller extrêmement loin. Par contre, c'est purement stateless. Ça veut dire que si vous n'écoutiez pas, vous n'avez pas les messages. Si vous vous mettez à écouter, vous n'allez pas rattraper les messages du passé. Donc c'est une petite feature, mais c'est super pratique. Allez, un autre élément que j'aime beaucoup, que j'ai vécu en prod, les L-Tree. En fait, je suis fan de la saga Terminator. Cette saga, elle a une particularité, elle n'est pas linéaire. Ils ont fait le 1, 2, 3, 4 jusque dans les débuts des années 2000. Et ensuite, ils ont fait le Terminator Genesis, qui est un soft reboot après le 1, puis de Dark Fate, soft reboot après le 2. C'est compliqué à suivre. Si je suis un client et que je veux savoir les films qu'il faut que je regarde si je veux voir de Dark Fate, qu'est-ce que je dois faire? Donc là, il faudrait modéliser ça. Dans PG, on a un type qui s'appelle L-Tree. Le type L-Tree, en fait, va permettre de stocker une arborescence. Quand je dis arborescence, il n'y a pas de cycle, d'une part. C'est vraiment le chemin entre la racine de l'arbre et la feuille sur laquelle je me trouve. Là, on va l'utiliser dans ce cadre-là. Il y a plein d'utilisations sur les L-Tree et des choses très avancées pour des gestions de catégories, par exemple. Là, on va le faire juste pour la gestion du film. Vous voyez, j'insère les films et la dernière colonne représente le tri entre le premier et le film en question. Donc le 6, c'est 1, 2, 6. Et il n'y a pas de 3, 4 au milieu de ce L-Tree.
Derrière, si je veux requêter et savoir quel film je dois voir si je veux voir le 6, je vais utiliser cette requête. Donc la première partie d'un command tab, c'est juste la sélection du film, rien de plus. Et je vais utiliser ce truc avec cet opérateur un petit peu illisible, @chevron. Il faut lire la doc. Il y a des versions textuelles, mais là, ici, il fait le taf. Et en fait, celui-ci veut dire que le truc à gauche est l'ancêtre du truc à droite. Donc le système va lire tous les films et va regarder, est-ce que le 1, avec le L-tree 1, est un ancêtre de 1, 2, 6 ? Oui. Le 2, oui aussi, parce que 1, 2 est un ancêtre de 1, 2, 6. Est-ce que 1, 2, 3 est un ancêtre de 1, 2, 6 ? Non. Et donc il va tous les faire. Le résultat est exactement ce que je voulais, la liste des films à voir si je veux voir le 6. Mais ça, en vrai, je m'en suis rendu compte après 3-4 mois en prod, ça marchait très bien, sauf que j'aurais pu le faire sans les L-tree. Dans PG et dans le SQL standard, vous avez un truc pour faire ça. C'est des common table expressions récursives qui vont permettre de faire ça. On le fait, au lieu de stocker un L-tree, je vais juste stocker, je n'ai pas mis la clé, le fait que c'est une foreign key, je vais juste stocker l'ID du parent. Donc le film 6, son parent c'est le 2. Je ne stocke plus le fait que le 2, son parent c'est le 1 dans la même ligne. Et derrière, je vais coder ça. Alors attention, ça peut faire mal à la tête. Il faut voir ça comme un tuyau dans lequel on va mettre de la data. La première ligne, c'est la première partie de avant mon union all. Je sélectionne la ligne 6. Cette ligne va re-rentrer dans la deuxième partie du union all et faire la jointure avec la table. Le 6 va tirer le 2, qui est le film auquel il est lié. Le 2 va faire la même chose, va rentrer dans le cycle, tirer le 1. Le 1 va tirer personne puisqu'il n'a pas de previous. Et derrière, j'ai ma data qui va bien sans utiliser même un code custom de PG. Bon, petit défaut, c'est qu'à chaque fois que je code ça, c'est à peu près mon état d'esprit. Je saigne du nez et c'est difficile à comprendre. Mais ça marche super bien, ça fait partie de la spec SQL. Donc, utilisez-la, c'est top. Autre chose, dans PG, encore une fois, on descend un peu plus bas, les foreign data wrappers. C'est une super feature qui va vous permettre en fait de lire de la data qui ne se trouve pas dans PG. Alors, vous allez peut-être avoir des problèmes de perf, mais au moins, vous n'allez pas être obligé de loader un ensemble de data pour aller lire des choses. L'exemple, le Hello World dans ce domaine-là, avec des files, ce Foreign Data Wrapper est built-in. Vous allez juste déclarer une table, que vous voyez là, avec des caractéristiques à la fin qui vont juste dire sur quel fichier je vais faire ça, les délimiteurs et ce genre de choses. Et derrière, je peux écrire une requête qui va utiliser ce fichier, mais qui l'aura pas loader dans une table. Vous n'aurez pas à écrire de parseur avec des greps et des sets qui vont faire des inserts. Vous ne faites pas ça. Le système le gère pour vous, le lit, le traite et vous retourne les résultats. Le fichier est mis à jour, votre résultat va vous relancer la requête, ça va être mis à jour aussi. On peut le faire avec un fichier, puisque tout est fichier sous Linux, vous pouvez le faire aussi avec un programme. Là, j'ai fait un programme qui fait un find sur tout le file system, qui m'affiche les caractéristiques, et je cherche tous les fichiers read, write, executable par tout le monde, et je les classe par taille. Vous avez accès à toutes les features. C'est comme si c'était une table, mais sauf qu'elle est distante. Ici, c'est un fichier. Mais un fichier, c'est vite limitant, faut pas rêver. Mais en fait, avec PG, vous pouvez le faire avec à peu près tout ce qui est accessible, à partir du moment où il y a un Foreign Data Wrapper pour ça. Là, built-in, encore une fois, il y a un Postgres Foreign Data Wrapper. J'ai ma Sakila database qui tourne, je peux lancer un autre PG qui va aller se connecter à ma Sakila database. Je ne parle pas de clustering, je parle vraiment d'une autre connexion. Et il y a qui mieux sait se connecter à PG qu'un autre PG. Là, c'est directement built-in. Il y a juste un petit peu d'impersonnation avec les passwords à fournir. Et derrière, vous allez pouvoir créer une table. La table n'a même pas besoin de respecter les colonnes du truc de départ. Là, vous voyez qu'il y a moins de paramètres que la première table. Et je vais pouvoir déclarer ça et faire des requêtes. Je peux faire des inserts, des updates, des deletes, à partir du moment que je respecte le modèle distant. Encore une fois, ici, le PG qui appelle n'est que consommateur. Si vous essayez d'insérer un truc qui n'est pas valide, il se prendra la même erreur que votre application. Et ça peut s'étendre énormément. C'est-à-dire, il y a des coquilles de Foreign Data Wrapper pour du Rust, par exemple, où vous pouvez coder votre truc en Rust, le loader dans PG et l'utiliser. Stripe fournit même un Foreign Data Wrapper pour se connecter à leurs API, mais vous mettez ça dans la DB. Donc vous n'êtes pas obligé de faire ces jointures en mémoire dans vos apps. Vous pouvez faire des select étoiles sur toute l'API de Stripe liées à votre compte quand vous faites du commerce. Donc, vraiment top, vous enlevez la complexité. Allez, on va passer donc pour finaliser la presse, sur toutes les choses à faire et ne pas faire. On va commencer par le ne pas faire.
Ne faites pas de not in. Je suis dev, j'en ai fait en prod, c'est une mauvaise idée. On a des réflexes de vouloir faire des trucs ensemblistes. Not in, ça marche en test, ça marche dans les TU, ça ne marche pas en prod. Donc ne le faites pas. Si vous avez vraiment besoin de le faire, c'est peut-être que votre modèle n'a pas été pensé pour ce que vous voulez résoudre comme problème. Ne faites pas d'héritage. PG a intégré la notion d'héritage au début des années 2000 parce que Java c'était hype et que l'héritage marchait à l'époque. On sait tous que l'héritage c'est casse-couille, faites de la composition. L'héritage dans PG c'est du legacy. D'ailleurs, la majorité des nouvelles features ne sont même pas compatibles. Ne l'utilisez pas. Les timestamps, ne les utilisez pas non plus. Timestamp with time zone, c'est bon. Les timestamps standards, en fait, ils dépendent beaucoup de la time zone utilisée au niveau du cluster. Donc ça, c'est quelque chose que vous voulez éviter. Vous ne voulez pas réaligner tout sur de l'UTC au niveau de votre app pour les stocker. Donc, n'utilisez pas cet élément. Timestamp with time zone, c'est mieux. Et dans la partie des bonnes choses, partie feel good, utilisez le full text search de PG. Pas besoin de monter un élément d'infrastructure complémentaire pour faire du full text. Vous l'avez directement dans PG. Utilisez-le, ça fait le taf. Vous voulez faire du géospatial, savoir si un point se trouve dans une forme qui se trouve sur la planète, utilisez PostGIS. C'est la meilleure extension pour faire du géospatial aujourd'hui. Vous voulez stocker du non structuré, vous n'avez pas besoin de loader un Mongo pour ça. Vous mettez ça dans un champ JSON-B, vous avez des index, vous avez des opérateurs qui vont vous permettre de faire tout ce que font la concurrence, mais directement dans PG, sans sacrifier le modèle SQL, l'acidité et compagnie. Donc encore une fois, des super features. Et si vous ne voulez même pas coder votre back-end et que toutes les datas, on développe tous des CRUD, utilisez un truc comme PostgREST ou GraphGene, ça va vous mettre à disposition du GraphQL ou du REST directement mappé sur vos tables, exposé avec les bonnes pratiques REST. Ça ne sert à rien de maintenir en prod une appli intermédiaire qui fait juste passe-plat. Perso, j'ai des choses plus intéressantes à faire et je donne mon temps à ce genre de projet. Il tourne très bien et ça marche. Et PG, maintenant, aujourd'hui, vous pouvez le faire tourner partout. Ça arrive à tourner si vous n'avez pas des gros volumes sur un Raspberry Pi sans problème. Donc, n'importe quel serveur, ça tourne. Vous êtes dans Cube? OK. Cloud Native PG, c'est l'un des meilleurs opérateurs qui a compris le monde Cube et le monde PG pour faire que les choses s'interconnectent correctement et qui sait faire du clustering et compagnie. Yugabyte, très bonne distribution de PG qui vous permet en plus d'être distribué dans Cube. Donc vraiment une recommandation. Et la meilleure recommandation, c'est ne faites pas tourner PG vous-même. Donnez du temps et généralement de l'argent aussi au cloud provider pour faire tourner ça sur du Cloud SQL, sur du AlloyDB, chez Crunchy, Ivan, AWS. Il y a des solutions avec du PG. Donc en fait, vous avez logiquement aucune raison de ne pas l'utiliser. Il est disponible partout et toutes ces super features sont là pour que vous ne réinventiez pas la roue dans vos applications. Donc vraiment, vous n'avez plus aucune raison pour vous en passer aujourd'hui. Et c'est vraiment pour ça que j'adore PG et que je trouve que ce projet, qui date des années 80 maintenant, réussit encore à amener autant de personnes. C'est que le système marche super bien et on en est content. Donc merci pour votre temps, merci d'être venu. J'espère que cette présentation vous a plu. Reste un peu plus peut-être une minute pour des questions, si vous en avez. Alors, il faut que tu parles dans un micro. Oui. Alors, est-ce qu'on peut utiliser des enums? Oui, il y a une notion d'enum dans PG et on peut les utiliser. C'est très simple de les mapper, même au niveau du code. Alors, ta réponse est ce n'est pas très évolutif, autant que des enums peuvent l'être dans du code Java, par exemple. Donc oui, ça peut être problématique si on fait des montées, des changements de modèle. Donc là-dessus, oui, mais de la même manière que du code Java. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc si pas de questions, je vous remercie encore et bonne suite de Devoxx. Et sinon, venez là pour poser des questions, on en parle.